Le jour où je suis entrée dans la bibliothèque de mon arrière-grand-mère, il y avait 217 étagères, et pas un seul livre dessus. Ma fille de 10 ans était encore dans la voiture. Elle finissait un sandwich. Je lui avais dit, « Attends, je reviens, je prends juste quelque chose. » Je n'ai rien pris. Il n'y avait plus rien à prendre. La pièce sentait encore la même chose qu'avant. Le papier, le cuir, la cire d'abeille. Mais maintenant cette odeur n'avait plus nulle part où vivre. Elle flottait dans une pièce vide, comme le fantôme de quelque chose qu'on venait d'assassiner. Mes parents avaient vendu chaque livre que mon arrière-grand-mère avait laissé à ma fille. Tous les 217. Ils les ont vendus 165 000 $. Et avec cet argent, ils ont construit un home cinéma pour les enfants de ma sœur. Son et surround. 6 fauteuils en cuir. Et une machine à popcorn en forme de bouche d'incendie. Ce que j'ai fait dans les 9 jours qui ont suivi n'a jamais dépassé le ton d'un murmure. Je n'ai pas crié une seule fois. Je n'ai pas cassé une seule assiette. Et pourtant, ça a coûté à mes parents la maison dans laquelle ils avaient vécu pendant 31 ans. Quand j'ai prononcé la phrase qui a fait glisser la tasse de café des mains de ma mère, 3 voisins filmaient avec leur téléphone. Mais avant de vous raconter ce qu'ils ont fait, il faut que je vous parle de Cordelia. Cordelia Ann Boyd, c'était mon arrière-grand-mère, la première femme de la famille à faire des études. Promotion 1956. Littérature anglaise. Et la dernière personne de notre lignée à croire que les livres étaient des objets sacrés. Pendant 27 ans, elle a acheté des éditions originales de littérature jeunesse, des illustrations rares, des médailles de prix datant des années 30. Un Chaucer, imprimé en 1896 sur du papier de lin, fait et 3 lettres manuscrites de Beatrix Potter, où elle parlait des illustrations de l'un de ses contes. 217 pièces, cataloguées, expertisées, rangées dans l'aile est de la Maison familiale dans le Vermont. En 2008, à 81 ans, Cordelia a créé une fondation officielle, enregistrée, reconnue. Les livres ont été transférés à cette fondation, mais ils restaient dans la maison. Et en échange, la maison bénéficiait d'une exonération fiscale qui faisait économiser à mes sickles près de 30 000 $ par an. Il y avait une seule condition. Une seule. Les livres devaient rester dans la maison, invendus, et passer à l'héritière directe désignée. Cette héritière, c'était ma fille, Ivy. Elle avait 6 ans quand Cordelia, Ivy, en acajou près de la fenêtre, lui a ouvert un exemplaire relié de cuir vert et lui a dit « Ils sont à toi maintenant, mon trésor ». À l'intérieur de chaque livre, il y avait un ex-libris gravé à la main, et en dessous, de l'écriture de Cordelia, pour Ivy qui veillera sur eux. Ivy touchait cette phrase chaque fois qu'elle ouvrait un livre. C'était son rituel. Elle ne l'a jamais sauté. Pas une seule fois. Ce que je n'ai pas compris à temps, c'est que l'obsession de ma mère pour ces livres n'avait rien à voir avec l'argent. C'était à propos de Cordelia. 14 ans plus tôt, Cordelia avait réécrit son testament. Elle avait sauté ma mère, sauté mon père, et tout laissé directement à moi, puis à Ivy. Ma mère avait épousé un Boyd à 22 ans. Elle avait élevé 2 filles dans cette maison. Et le testament de Cordelia disait, dans le langage juridique le plus doux qui soit, que Margaret Boyd n'avait jamais été considérée comme une vraie Boyd. Cette blessure ne s'est jamais refermée. Elle s'est simplement mise à grandir et à se faire les dents. 3 mois avant notre départ en camping, j'ai vu un message. Mon beau-frère cherchait, anonymement, un marchand de livres rares à Manhattan. J'ai reconnu son pseudo. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Ça, c'était ma première erreur. Chaque samedi, je conduisais Ivy jusqu'à la maison familiale. C'était l'arrangement. Elle avait accès aux livres, et mes parents gardaient leur réduction d'impôts. Ivy avait son rituel.
Elle traversait le hall sans dire bonjour à personne, poussait la porte de la bibliothèque avec sa hanche, et allait droit vers la 3e étagère du mur sud. C'est là que vivait, le vent dans les saules, relié de cuir vert. Elle le prenait avec ses 2 mains, toujours les 2 mains, même si le livre pesait moins qu'une pomme. Elle s'asseyait dans le grand fauteuil. Ses pieds pendaient à 15 centimètres du sol. Elle ouvrait la couverture, trouvait l'ex-libris, et traçait l'écriture de Cordelia avec son index. Pour Ivy, qui veillera sur eux, avant même de lire un seul mot. Même livre, même fauteuil, même rituel. Chaque samedi, pendant 3 ans, cette année-là, je devais partir 9 jours, pour le travail, un séjour près d'un lac, sans réseau. J'ai emmené Ivy. Ma mère m'a proposé de surveiller la maison pendant notre absence, arroser les plantes, relever le courrier. J'ai dit, ce serait merveilleux. Le soir de notre départ, elle m'a envoyé un message. Amusez-vous bien. On s'occupe de tout ici. J'ai relu ce message 3 fois. On s'occupe de tout. Pas, la maison va bien. Pas, je garde un œil sur tout. On s'occupe de tout, comme une liste de tâches qu'on coche. Pas comme un service rendu. Je me suis dit que je suranalysais un simple SMS. Mon métier, c'est de suranalyser des documents. Ça, c'était ma 2e erreur. 9 jours plus tard, on est rentré. J'ai dit à Ivy qu'on s'arrêterait à la maison pour récupérer le vent dans les saules, pour LOL, Histoire du soir. Quand on est arrivé, le courrier s'entassait contre la porte. 5-6 jours de courrier. La voiture de mes parents n'était pas là. La maison était propre, trop propre. Et il y avait une bougie parfumée à la vanille sur le plan de travail. La bougie que ma mère n'allume que pour masquer une autre odeur. J'ai marché vers l'aile est, 11 pas. Je les compte depuis que j'ai 4 ans. La porte de la bibliothèque était ouverte. La pièce sentait la poussière et la vanille. Plus le papier, plus le cuir, plus la cire. Les étagères étaient vides. Je les ai comptées. Je ne sais pas pourquoi ça a été mon premier réflexe. 217 emplacements, tous nus. Des contours de poussière là où les livres avaient été. Sur le coussin du fauteuil, il y avait une facture pliée. Un marchand de Manhattan, daté de 5 jours plus tôt. Total, $165 000. Vendeur, Richard Boyd. Mon père avait paraphé chaque page. Ma mère avait signé comme témoin. $165 000 pour 217 livres qui ne leur appartenaient pas. Et c'est là que j'ai entendu de petits pas derrière moi. Ivy était dans l'embrasure de la porte. Ses yeux ont trouvé la 3e étagère du mur sud. L'emplacement vide où vivait le livre vert depuis 11 ans. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas posé de questions. 10 ans. Et elle savait déjà, avant même que je dise un seul mot. Mes parents sont rentrés ce soir-là à 7 heures, avec un sac de spa et une bouteille de vin. Ma mère portait des boucles d'oreilles neuves. Mon père fredonnait. J'étais assise à la table de la cuisine, les mains croisées, la facture sous ma paume gauche. Ivy était dans le salon, à dessiner. Rien. Maman, où sont les livres? Ma mère a posé son sac sur le comptoir. Elle a penché la tête, de cette façon qu'elle a quand elle sait. Après t'as expliqué quelque chose qu'elle juge trop évident pour qu'on en discute. Oh, ma chérie, il prenait juste la poussière dans cette pièce sinistre. Brent a trouvé un marchand adorable à New York. On a rendu service à tout le monde. Les garçons de Vanessa vont avoir le plus beau home cinéma. On a même acheté une machine à popcorn professionnelle. Mon père a débouché le vin. Honnêtement, ces livres ne servaient à personne là-dedans. Je les regardais. Tu as lu l'inscription à l'intérieur? Une seule? Ma mère a balayé l'air de la main. Les petits mots de Cordelia. Ma chérie, elle est partie depuis 3 ans. Il est temps de vivre dans le présent.
Je me suis levée. Merci pour le dîner. J'ai pris la veste d'Ivy. On y va, mon cœur. On a roulé dans le noir. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée comme on referme un livre qu'on a l'intention de rouvrir. Dans la voiture, Ivy s'est réveillée. Maman, grand-mère les a vendus? Oui, ma chérie. Un silence. Puis, elle a vendu le verre? Je crois. Mais je vais les retrouver. Tous. Elle a regardé par la fenêtre, le front contre la vitre. D'accord. J'ai signé des feuilles de paie pour 14 employés. J'ai signé des cartes de condoléances à 3 enterrements. Je n'ai jamais porté un seul mot aussi lourd que ce « d'accord ». Il contenait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à 10 ans. La confiance, le chagrin, et une question qu'elle était trop fière pour poser à voix haute. Est-ce que tu peux vraiment les ramener? Pendant 7 ans, j'avais évité d'affronter ma mère. Je m'étais enterrée dans des manuscrits et des catalogues. Parce que le papier, lui, ne te répond pas, ne te fait pas la tête pendant 6 semaines. Je m'étais raconté que c'était du professionnalisme, de la retenue. En vérité, c'était de la lâcheté, habillée en cardigan et en gants d'archiviste. Mais cette nuit-là, en arrivant à la maison, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas lu depuis 4 ans, et à l'intérieur, il y avait une clause. Une seule clause qui allait coûter à mes parents tout ce qu'ils possédaient. Ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Pas même moi. 3 heures du matin, Ivy endormie, la table de la cuisine recouverte de documents. J'ai ouvert l'acte de dépôt permanent. 22 pages, notarié, enregistré auprès de l'État. 3 signatures, dont celle de Cordelia. Section 7, intitulée Reprise. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, parce que les chiffres étaient assez gros pour mériter une vérification. Toute cession non autorisée de la collection par une partie autre que les héritières désignées constitue un événement de reprise, déclenchant le recouvrement intégral des taxes sur toutes les années d'exonération, avec intérêt et une pénalité de 75%. J'ai écrit un mail à Evelyn, la présidente de la fondation. 3 phrases. Rupture du dépôt permanent. Appelez-moi à 7 heures. Evelyn a appelé à 6h58. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit « Daniel, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté en moins de 4 minutes. Elle a écouté sans m'interrompre. Cordelia avait été sa meilleure amie pendant 42 ans. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse 6 secondes. Puis, tes parents doivent à l'État environ 412 000 $, arriérés de taxes, intérêts, plus la pénalité de 75%. Ils perdent l'exonération sur la maison. La commune va réévaluer la propriété au prix fort, et il y aura un privilège sur la maison pour le montant total dû. Elle a marqué une pause. Entre tout ça, garder la maison devient impossible. Ils devront la vendre. J'ai tout noté sur un bloc-notes jaune, pas sur l'ordinateur. Le papier ne plante pas, et le papier ne va pas dans un cloud que ma mère pourrait consulter. À 9h14, j'ai appelé le marchand, David Howerin, 63 ans, 40 ans de métier. Une voix qui n'est jamais surprise. Monsieur Howerin. Ces objets appartiennent à une fondation, pas à des particuliers. La section 7 de l'acte déclenche une clause de restitution. Je demande officiellement leur retour. Silence. 4 secondes. Je les ai comptées. Mademoiselle Boyd, j'aimerais voir cet acte. Je serai à Manhattan ce soir, à 18h, avec l'original. Conduisez prudemment. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables. 14 ans à manipuler des documents irremplaçables vous apprennent une chose. Le coup de téléphone le plus important de votre vie doit ressembler exactement à tous les autres. Pas de tremblement dans la voix. Pas d'urgence dans le ton. Énoncez les faits.
nommez le mécanisme et laissez l'autre tomber tout seul. Je suis allée chercher Ivy. Elle venait avec moi. Elle allait voir ses livres. Et elle allait regarder sa mère les récupérer. Et puis, ce jour-là, tout s'est mis en place. Dans la salle de catalogage de Manhattan, les 217 livres étaient étalés sur 5 grandes tables. Ivy a trouvé le sien sur la table 3, le cuir vert. Elle l'a pris avec ses 2 mains, toujours les 2 mains, et l'a ouvert à la page 47. Maman, mon petit trait de crayon est encore là. Howard, juste derrière elle, a dit doucement. Oui, je l'ai remarqué en cataloguant. Je l'ai laissé. Il a lu l'acte pendant 11 minutes. Quand il a fini, il a retiré ses lunettes. Mademoiselle Boyd, j'ai acheté un bien volé. Pas volé, vendu par des gens qui n'en étaient pas propriétaires. Il a sorti son dossier, le contrat, les photos de chaque livre. Et sur chaque photo, dans le coin de la couverture ouverte, l'ex-libris de Cordelia, pour Ivy, qui veillera sur eux. Et glissé dans chaque livre, le reçu d'origine, dépôt permanent, non destiné à la vente. Il a poussé tout le dossier vers moi. Je le garde 21 jours. Ensuite, sur votre autorisation écrite, ils repartent. Le retour de cette histoire ne s'est pas joué dans un bureau d'avocat. Il s'est joué un samedi après-midi. Ma sœur organisait une fête d'inauguration pour son home cinéma. 30 invités, des voisins, le groupe de prière de ma mère, le pasteur, sur la porte, une pancarte écrite à la main. Bienvenue à la soirée cinéma. Je suis arrivée avec Ivy, en robe bleu marine, celle qu'elle avait portée à l'enterrement de Cordelia. Au cou, je portais les perles de Cordelia. Et à côté de moi, Nathan, l'avocat de la fondation, une mallette à la main. Ma mère est sortie de la cuisine. Elle m'a vue. Elle a vu les perles. Quelque chose a vacillé dans son regard. Daniel, je t'en prie, pas ici. Maman, le problème, ce n'est pas la fête. Le problème, c'est 7 ans à faire comme si les volontés de Cordelia étaient facultatives. Je me suis tournée vers la pièce. 30 visages. Puis-je vous demander de venir au salon? J'ai un document à lire à voix haute. 4 minutes. Ensuite, je m'en vais. Le silence est tombé. J'ai lu le préambule. J'ai lu le nom de l'héritière, Ivy Boyd. Puis j'ai tourné à la section 7, la reprise. Je l'ai lu comme je lis tout au travail, clairement, sans appuyer, en laissant les mots porter leur propre poids. Mes parents ont vendu ces 217 livres mardi dernier, pour 165 000 $. Vanessa a explosé. C'est de la folie. Elle gâche la fête de mes enfants pour une pile de vieux livres. Et c'est là qu'Ivy, à côté de moi, sans que je lui ai rien soufflé, a parlé, d'une voix claire, sans la hausser. Tante Vanessa, tu n'as pas acheté le home cinéma. Ce sont mes livres qui l'ont payé. La pièce a retenu son souffle. Je me suis tournée vers ma mère, plaquée contre le mur, sa tasse de café bleu entre les 2 mains. J'ai gardé ma voix très basse, presque un murmure. Toute la pièce s'est penchée en avant. L'exonération existait parce que les livres étaient ici. Les livres ne sont plus ici. La maison n'est donc plus exonérée. À cette heure, vous devez à l'État environ 412 000 $, et vous allez perdre la maison. La tasse de café a glissé de la main droite de ma mère. Elle a touché le tapis sans se briser. Le café s'est répandu en une tache sombre, et ma mère ne l'a pas regardé. Elle me fixait, la bouche entr'ouverte, comme on fixe un document qui dit une chose qu'on espérait ne jamais voir écrite. Sa voix est montée. Tu nous as vendus à des étrangers, pour des vieux livres, pour une morte. Daniel, elle est morte. Pourquoi détruis-tu cette famille pour une morte? 3 voisins tenaient leur téléphone. J'espère qu'ils filmaient, parce que ce que j'ai dit ensuite est la chose la plus vraie que j'ai jamais dite à ma mère. Je le fais pour la vivante, celle qui est debout à côté de moi. 21 jours plus tard, la collection est revenue.
11 caisses d'archivage, transport climatisé, entièrement assuré. Evie a remis chaque livre elle-même, étagère par étagère. Elle a gardé le vent dans les sols, le cuir vert, pour la fin. Elle l'a porté avec ses deux mains jusqu'au mur sud, 3e étagère, et l'a glissé à sa place. Puis, elle s'est assise dans le grand fauteuil. Ses pieds ne touchaient toujours pas le sol. Elle a ouvert la couverture, a tracé l'écriture de Cordelia avec son doigt, et a commencé à lire. La pièce sentait de nouveau le papier. 6 mois plus tard, mes parents ont vendu la maison aux enchères. Après le règlement de la dette, il leur restait juste de quoi acheter un petit appartement. Ma mère ne m'a jamais recontacté. Mon père envoie une carte le 1er de chaque mois. Je les lis. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être dans un an, peut-être jamais. Et ça, c'est permis aussi. La fondation a finalement installé toute la collection dans une aile dédiée, dans une bibliothèque de recherche. Eveline l'a baptisée la salle de lecture Ivy Boyd. Le fauteuil en acajou est venu avec les livres. Il est près de la fenêtre est, maintenant, là où la lumière du matin est plus douce. Chaque samedi, Ivy s'y assoit, les pieds toujours dans le vide. Elle trace l'ex-libris avant de commencer. Sur le perron, ce jour-là, après la fête, Ivy avait levé les yeux vers moi. C'est la dispute la plus silencieuse que j'ai jamais vue. J'avais répondu, ce sont les seuls qui valent la peine d'être gagnés, mon cœur. Poser une limite avec les gens qui vous ont élevés ne veut pas dire qu'on a cessé de les aimer. Ça veut dire qu'on a enfin appris à protéger ce qu'ils essayaient de nous prendre. Alors je vais te laisser sur une seule idée. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui aujourd'hui ce qui lui appartient, et écris-le. Mets-le noir sur blanc, puisque le silence ne protège personne. Mais une signature, parfois, peut tout sauver. Et toi, est-ce que tu as déjà dû te dresser, en silence, contre ta propre famille? Dis-le moi en commentaire. Je lis tout.